Je suis allé chez le coiffeur et du coup maintenant j'ai une coupe d'un robot de cité avec des vêtements d'un hippie. C'est incroyable, vraiment. La France, les gars. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite revue de presse internationale. On va voir quelques informations importantes que vous n'avez probablement pas vu passer dans les autres médias et qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Mais bon, déjà, il faut essayer d'avoir une vision un peu large. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo du canard, ça va être important pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Nous assistons à un nouveau partage du monde entre les États-Unis et la Chine. Tout simplement. Parce que pendant très longtemps, les États-Unis avaient une hégémonie, c'est-à-dire que tous les pays avaient une économie qui leur était profitable aux États-Unis, tu vois. Ils faisaient en sorte, par exemple, dans plein de pays africains, on l'a vu dans plusieurs vidéos, de mettre en place un libéralisme fort pour imposer leur industrie, parce que si tu libéralisais une économie à cette époque-là, bah, c'était les plus grosses entreprises étrangères qui s'installaient, et ces plus grosses entreprises étrangères, bah, c'était les États-Unis. Il n'y avait pas de concurrence. L'URSS s'était pété la gueule, etc., etc. Sauf que à force de faire des moves comme ça qui leur permettaient d'avoir accès à de nouveaux marchés, d'avoir accès à des travailleurs qui étaient beaucoup moins chers, d'avoir accès à des normes environnementales qui étaient beaucoup plus basses pour essayer de maximiser les profits, etc., etc., ils se sont retrouvés à, par exemple, énormément délocaliser dans certains pays. En Inde, mais surtout en Chine. L'Europe a énormément fait ça et les États-Unis, dans une moindre mesure, a beaucoup fait ça aussi. Sauf que là, il y a une contradiction qu'on est en train de vivre, c'est que en délocalisant en Chine, parce qu'ils étaient hégémoniques et parce qu'ils voulaient profiter à maximum pour leur marge, pour leur rentabilité, etc., et bien en fait, ils ont donné à la Chine tous les outils industriels, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, tout ce que tu veux, pour pouvoir elle-même, la Chine, devenir une puissance économique qui aille ensuite concurrencer les États-Unis sur ces marchés qui étaient pourtant les leurs, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. On rappelle, le premier partenaire commercial de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Chine. Donc c'est-à-dire que les États-Unis ont profité de la Chine pour se faire du profit. En faisant ça, ils ont créé un immense concurrent qui est en train de leur gratter toutes les parts de marché. La situation était donc profitable à la Chine et c'est les États-Unis qui ont agi. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés d'impérialisme bizarre au Moyen-Orient qui ne donnait pas grand-chose, à un pivot asiatique qui s'oriente sur la Russie et sur la Chine, quelque chose qui s'est véritablement renforcé il y a un an, avec le départ d'Afghanistan et tout le bordel qu'il y a eu avec la Russie, dont l'objectif de tout ça, c'est de créer des sphères d'influence. C'est-à-dire qu'en gros, on avait fait cet exemple-là, c'est que le marché du gaz européen était essentiellement russe. Pourquoi? Parce que le gaz était beaucoup moins cher, qu'il pouvait être acheminé de manière beaucoup plus régulière, etc. Donc il n'y avait aucun moyen de concurrencer la Russie sur le gaz de la part des États-Unis. Sauf que il fallait bien qu'ils récupèrent des parts de marché, et ce qu'ils ont fait, c'est des sanctions politiques qui ont été mises en place, des sanctions économiques, et la conséquence directe, c'est que l'Europe s'est coupée du gaz russe pour prendre du gaz de schiste états-unien pas du tout rentable. Et c'est ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, hein. Les États-Unis créent une sphère d'influence avec des pays qui réservent leur marché à leurs entreprises, aux entreprises états-uniennes, c'est ce qui se passe en Europe, et la Chine fait exactement la même chose sur ces territoires comme par exemple l'Asie centrale, l'Iran ou encore la Russie aujourd'hui, qui avant pouvaient espérer être un impérialisme qui pouvait se déployer un petit peu partout, sauf que maintenant, il ne reste quasiment plus rien, si ce n'est du gaz et du pétrole envoyés à la Chine, et 2-3 contingents de Wagner envoyés en Afrique, mais bon, bref, plus grand-chose. Nous avons donc la Chine qui construit sa zone d'influence hors de la concurrence états-unienne, et nous avons les États-Unis qui construisent leur zone d'influence hors de la concurrence chinoise. Sauf que le problème, c'est que tu as des interdépendances entre la Chine et les États-Unis, puisque l'économie mondiale était basée, par exemple, sur les usines chinoises. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis, par exemple, veulent crédibiliser et rendre possible leur zone d'influence en coupant totalement, par exemple, l'Europe de la Chine, mais pour ça, il faut qu'ils soient capables de remplacer la Chine, il faut qu'ils soient capables d'avoir les mêmes industries que la Chine, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les États-Unis industrialisent comme jamais dans leur histoire leur pays sur énormément d'industries différentes pour essayer justement de compenser les futures sanctions qui vont arriver face à la Chine. Évidemment, la Chine, elle, n'a pas besoin d'usines, elle a absolument tout ce qu'il faut. Par contre, le problème, c'est que, par exemple, ils avaient délégué historiquement tout le temps tout ce qui était sur la finance. La finance, c'est très compliqué à avoir. C'est très dur d'avoir des très bonnes banques. C'est très dur d'avoir une monnaie internationale qui a de la valeur, etc., etc., surtout quand tu as le dollar. Et bien, avec les sanctions et les guerres qui se préparent, la Chine, en ce moment, est en train de développer une monnaie internationale avec le yuan. Ils sont en train de développer des institutions internationales et ils sont en train de prendre dans leur monde financier, avec leurs propres règles, ils sont en train d'édicter leurs règles internationales, des pays comme l'Iran
ou la Russie. Donc les États-Unis développent leur industrie et la Chine développe sa finance et édicte de nouvelles règles internationales. C'est les mouvements généraux qu'on aperçoit. Et face à ça, évidemment, tu as différentes réactions par rapport aux autres pays, parce que évidemment la situation n'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est un peu le mouvement des États-Unis et de la Chine, sauf que c'est pas eux qui décident comment est-ce que le monde fonctionne. Tu as différentes réactions. Donc comme on a dit, tu as des pays satellites comme l'Europe par rapport aux États-Unis, ou l'Iran, la Russie, l'Asie centrale pour la Chine, qui suivent à peu près le move parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais tu as aussi des pays qui sont pas totalement dépendants ni d'un empire ni d'un autre, mais qui sont pas suffisamment puissants pour s'imposer, comme par exemple énormément de pays africains, ils sont comme ça, ou énormément de pays d'Amérique latine, ils sont comme ça aussi. Donc la seule chose qu'ils font pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est jouer les enchères entre la Chine, les États-Unis, pour essayer de voir avec lequel ils peuvent avoir un partenariat commercial le mieux possible, parce qu'avant il n'y avait que les États-Unis, donc ils étaient obligés d'accepter les conditions, et vu que maintenant il y a la Chine qui a son propre FMI, qui a ses propres banques de développement, etc., ils peuvent essayer de faire monter les enchères, jusqu'au moment où, par la guerre ou par les sanctions, ils vont devoir faire un choix, et c'est ce qu'on va voir à l'avenir si ça se passe. Mais c'est pas tous les pays, ça. C'est pas tous les pays, parce que tu as certains pays qui sont, eux, par leur histoire aussi, suffisamment développés, comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, énormément l'Inde, pour à la fois pouvoir résister au chantage chinois ou états-unien, mais surtout capable de profiter des contradictions de ce nouvel ordre mondial construit par les États-Unis et la Chine pour pouvoir développer eux-mêmes leur puissance, pour pouvoir s'imposer eux-mêmes dans ce nouveau échiquier, dans ce nouveau partage du monde. Et c'est précisément ce qu'on va voir. Ces pays, on les appelle des pays pirates, puisqu'ils ne respectent pas les règles et ils en tirent profit. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Inde, c'est la Turquie, quelques autres, mais on va surtout voir ces 3 exemples dans cette vidéo. Alors commençons notre histoire de piraterie avec le cas emblématique en ce moment, c'est l'Inde. L'Inde avec l'histoire du pétrole russe. Donc on va donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez bien compte de ce qui est en train de se passer. Décembre 2021, l'Inde importait 36 000 barils de pétrole par jour à la Russie. Novembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps, l'Inde importait 900 000 barils de pétrole par jour, soit une augmentation de x30, ce qui est colossal, une augmentation des importations du pétrole russe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, la Russie, avec la guerre et les sanctions, s'est retrouvée isolée. Ils étaient contraints de vendre leur pétrole à l'Inde et à la Chine, donc la Chine et l'Inde en ont profité pour négocier un prix à rabais, c'est ce qu'ils ont obtenu. Le pétrole russe est vendu à l'Inde 30 $ de moins de ce qui devrait être, que le prix du marché. Et donc l'Inde, à côté, eux, achète ce pétrole à bas coût, le raffine et l'envoie à l'Europe avec évidemment une énorme marge, puisque eux, ils le vendent au prix du marché aux Européens. Sachant que l'Inde, par son développement, on va revenir peut-être plus tard un peu là-dessus, mais en gros, il y a eu des accords avec les États-Unis qui fait que l'Inde s'est surspécialisée dans le raffinage de pétrole. Pétrole qui était envoyé des États-Unis, puis après réexporté. Et il faut savoir que, par exemple, la plus grande raffinerie de pétrole au monde, elle se trouve en Inde, d'accord? Pas aux États-Unis, pas en Europe, pas en Chine, pas ça. Elle se trouve en Inde. Et donc c'est dans ces industries-là que le pétrole russe est raffiné puis envoyé en Europe. Pour la petite histoire rigolote, là, au niveau de la Russie, pour bien comprendre un peu aussi son rôle, c'est que elle a dit récemment, pour vous donner un peu d'actualité quand même, elle a dit récemment qu'elle refuserait d'exporter du pétrole à tous ceux qui mettent un plafond, vous savez, à 60 $ sur son pétrole-là. Donc elle refuse parce qu'ils ne vont pas se laisser faire par l'Occident qui veut tout contrôler, etc., etc. Ok. Par contre, il l'accepte pour l'Asie, pour l'Inde, pour la Chine, sans aucun problème. Voilà. Donc on voit bien l'hypocrisie de Poutine qui est en grande lutte contre l'impérialisme états-unien, mais face à la Chine et l'Inde, ils font exactement pareil. Après, on peut trouver ça un peu bizarre que l'Inde puisse faire ça sans que l'Europe ne le sanctionne. Comment ça se fait? Tout simplement parce que l'Europe dépend de l'Inde pour son trafic de pétrole. Parce qu'ils ont besoin, pour l'instant, en attendant peut-être hypothétiquement que les États-Unis augmentent leur production ou qu'ils arrivent à piquer le pétrole du Venezuela pour l'envoyer en Europe. En attendant ce moment-là, il faut bien qu'ils trouvent une alternative puisque l'embargo est acté contre la Russie et qu'ils ont besoin de ce pétrole russe. Donc l'impossibilité technique des sanctions produisent des pays pirates comme l'Inde qui peuvent faire leur trafic dessus et se faire énormément de pognon, du pognon qu'ils vont investir ailleurs pour continuer leur développement économique et se renforcer en tant que puissance économique. Donc en gros, la piraterie est basée sur l'impossibilité des sanctions. Et les États-Unis, eux, ils ont besoin de l'Inde comme une nation concurrente de la Chine, et donc cette situation-là qui renforce l'Inde, en quelque sorte, puisque ça affaiblit la Chine, c'est toléré par les États-Unis. Et de toute façon, après, c'est dur à savoir aujourd'hui, il faudra voir les différents événements, comment est-ce que tout ça s'articule dans les prochaines semaines, mais
ce que nous, on pressent un petit peu, c'est que le développement économique dans le monde est tellement avancé aujourd'hui, avec des puissances tellement fortes comme l'Inde, par exemple, que, en fait, les États-Unis et la Chine, ils peuvent pas tant imposer que ça leur vision du monde ou leur sphère d'influence pour ce genre de pays. Ils peuvent pas l'imposer. L'Inde est trop développée. Ils ont des flottes fantômes maintenant avec la Russie, machin. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre bateau pour exporter le pétrole. Ils ont accès à des lieux stratégiques. Par exemple, l'Inde, toute la mer Indienne, là, tu as énormément de trafic de bateaux qui se font ici. Pour la Turquie, tu as l'accès entre la mer Noire et la Méditerranée, donc des lieux stratégiques où tu es obligé de passer par la validation de l'État, etc., indien ou turc. Et du coup, on se retrouve dans une situation où ils sont tellement développés économiquement avec des situations géographiques tellement stratégiques que la Chine et les États-Unis ne peuvent pas forcément imposer, et du coup, il faut qu'ils composent avec ça. Donc en gros, la piraterie de l'Inde est rendue possible parce que les deux empires, ils ont une stratégie hégémonique en essayant d'avoir leur sphère d'influence, sauf qu'en réalité, ils sont incapables techniquement de l'imposer, parce que trop d'interdépendance et trop de nations développées comme l'Inde, et du coup, ces pays pirates, eux, ils rentrent dans l'interstice entre la stratégie qui est déployée et la réalité économique du monde d'aujourd'hui. Et c'est là où tu vois qu'il y a énormément de contradictions qui sont en mouvement et qui font l'histoire aujourd'hui et qui font les événements internationaux aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours continuer le raisonnement et jamais s'arrêter en réalité. C'est très facile, et nous, on l'a fait, de dire l'Europe est hypocrite, on fait des sanctions contre le gaz et le pétrole russe, mais on est totalement dépendant. Ok, d'accord, on a dit ça. Ça fait 1 an qu'on le dit, on a dit ça, maintenant il faut voir les conséquences. Si c'est impossible, qui va profiter de cette situation? Eh ben c'est l'Inde parce que eux ils respectent pas vraiment les sanctions, ils sont dans ces situations, ils sont pas obligés de les respecter, donc ils ne les respectent pas. Ils ne respectent pas les règles internationales nouvellement dictées par la Chine et les États-Unis qui imposent de choisir son camp, et grâce à ça, ils augmentent leurs profits, ils augmentent leur puissance économique et politique, et ils ont aussi, par exemple, un exemple de développement économique qu'ils vont pouvoir faire, c'est que c'est eux maintenant qui vont pouvoir décider de la politique énergétique de l'Europe. Parce que c'est eux qui exportent leurs foutus bateaux en Europe. Donc ils vont pouvoir envoyer leurs bateaux à condition que l'Europe accepte des compromis sur tous les sujets inimaginables. C'est pour ça que la situation de piraterie n'est pas qu'une situation de profit financier, c'est une situation de renforcement politique qui peut avoir énormément de conséquences sur tous les aspects des relations internationaux ou même de nos vies à nous. Ce qui fait que l'Inde, grâce à tout ce bordel économique, arrive à avoir une position favorable face à la Russie, parce que la Russie ne peut exporter massivement son pétrole que à l'Inde ou à la Chine, donc il tire profit de ça, l'Inde, et en même temps il tire profit aussi de l'Europe qui a besoin du pétrole russe, et donc ils envoient tout ça. Mais tu n'as pas que des gains pour l'Inde qui sont de l'ordre industriel, qui sont de l'ordre pétrolier, tu as aussi des gains qui sont de l'ordre financier. Pour cette partie, on va devoir faire un petit détour, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, on va devoir parler des entrées en bourse. Les Anglais, ils appellent ça IPO, si je dis pas de bêtises, les entrées en bourse. Qu'est-ce qu'une entrée en bourse? Tu as une entreprise, et donc tu as des droits de propriété sur cette entreprise-là, et ils décident de faire une entrée en bourse. Donc en gros, ils cèdent une partie de leur propriété en différentes actions, des actions qui vont pouvoir être achetées par les investisseurs. Donc en gros, toi, tu vas pouvoir acheter une action de Google, par exemple, à 30$. Du coup, tu as cette action-là. Tu as un droit de décision sur le conseil d'administration de Google, mais tu as aussi, surtout, la possibilité de revendre cette action à un autre financier quand l'action monte et que tu penses qu'elle ne va pas plus monter que ça, et que c'est ce qui permet de spéculer. Comme ça, tu peux avoir d'autres pognons pour acheter d'autres actions, pour machin, truc. Après, ça part en cacahuète, on avait fait une vidéo là-dessus, mais en gros, ça permet de faire ça. Et l'entrée en bourse, c'est ce qui permet à une entreprise de capter les capitaux de ces investisseurs-là. C'est le seul moment. Parce qu'évidemment, quand moi je vends une action de Google à un autre investisseur, l'entreprise Google, elle ne touche rien dessus. Le seul moment où moi je donne de l'argent à Google, c'est quand j'achète ces actions, quand elle les émet. Et donc ça, ce qu'on appelle des IPO, c'est une partie très importante du fonctionnement du capitalisme. Ça permet à des entreprises, à un moment donné dans leur développement, d'avoir énormément accès à des liquidités. Et ça, c'était quelque chose qui était assez mondialisé, notamment quand c'était géré par les États-Unis. Sauf que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Il y a quelques mois de cela, les plus grosses entreprises chinoises qui ont été exclues de la bourse de New York. Donc ça veut dire que les États-Unis disaient clairement à leurs investisseurs, vous ne pourrez plus, même techniquement, financer et capitaliser sur les entreprises chinoises. Et en même temps, évidemment, tu as énormément de sanctions, de pressions, d'événements médiatiques, d'escalade militaire à Taïwan et tout, qui ont fait que énormément des investisseurs se sont dit « Ok, faut pas qu'on mette des billes en Chine, faut plutôt qu'on le mette aux États-Unis et ailleurs. » Et donc, tu as eu ce mouvement-là de fuite de capitaux de la Chine vers les États-Unis et d'impossibilité
pour la Chine, pour les entreprises chinoises, de pouvoir choper un peu des capitaux des investisseurs occidentaux et états-uniens. Ce qui pose problème. Sauf que la Chine était un des seuls pays au monde, et je pense le seul pays au monde avec les États-Unis, à avoir les institutions financières, donc les banques et la bourse, pour pouvoir se passer du financement des pays occidentaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça la grosse information du moment que Financial Times a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Quand tu regardes le total de l'argent qui a été levé grâce à tes entrées boursières en Chine, et que tu les compares avec le total des entrées boursières qui a été relevé aux États-Unis, tu te rends compte qu'il y a un immense décalage. Ce sont les banques qui ont organisé ces entrées boursières. Et donc, 6 des 10 banques qui ont fait le plus de levées de fonds pour les entreprises, ce sont des banques chinoises. C'est incroyable, hein. On se dit la Chine est communiste, machin, machin, mais les plus grosses banques qui font les plus grosses capitalisations en entrée en bourse, ce sont des banques chinoises. Et même la première d'entre elles, qui s'appelle CITIC, cumulée, elle fait plus que Goldman Sachs et Citigroup, qui sont quasiment les 2 plus grosses banques d'affaires états-uniennes. C'est incroyable, hein. En tout, les banques chinoises ont levé pour les entreprises chinoises 93 milliards de dollars, équivalent évidemment, en 2022. Et les États-Unis, c'est, je ne me trompe pas, 24 milliards. Donc d'un côté 93 milliards, de l'autre côté 24 milliards. Comment ça se fait que la Chine a réussi à devenir à ce point un centre capitaliste et à financer elle-même ses entreprises ? 3 raisons déjà, on peut l'expliquer, on le fera pas, mais on pourrait l'expliquer, des histoires de développement économique de la Chine qui ont tout prévu, tout planifié pour que ça arrive, d'accord ? Il y a ce truc-là. Deuxièmement, évidemment, si tu as des grosses entreprises chinoises qui ne peuvent pas trouver des financements aux États-Unis, vont retourner en Chine, et du coup, ce qui n'a pas été levé aux États-Unis se lève en Chine, et vu que ce sont les entreprises chinoises qui se développent beaucoup plus que les entreprises états-uniennes, il y a ce décalage qui se fait. Et puis surtout, tu as des entreprises aussi comme par exemple en Russie, où eux, ils peuvent pas forcément trouver du pognon dans la bourse russe parce qu'il n'y a pas énormément d'investisseurs là-bas. Et du coup, ils vont dans la bourse chinoise. Et pareil, tous les pays satellites de la Chine vont trouver des financements à la bourse chinoise, à travers des banques chinoises, comme nous, les Européens, on le fait dans la bourse de New York, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine, grâce à ces quelques banques et à sa bourse, et toutes ces institutions qui vont avec, est en train de devenir un centre capitaliste et financier pour son empire, pour sa zone d'influence, pour un quart du monde, quoi. C'est juste colossal, ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer en Chine. Alors tout ne va pas bien en Chine, parce que tu as aussi un effondrement au niveau des complications, au niveau de l'immobilier, etc. Donc le discours, c'est pas la Chine, tout va bien, c'est la Chine est en train de devenir un centre capitaliste, et en train de prendre la place qu'avaient pris les États-Unis au niveau mondial. Elle le prend au niveau régional, une région qui devient très très grande, quoi. Sauf qu'il y a une conséquence de tout ça, c'est que si les Occidentaux, les investisseurs occidentaux, états-uniens, européens, machin, ils ne peuvent plus investir en Chine, alors que ça faisait des années qu'ils le faisaient pour se faire un maximum de pognon, où est-ce qu'ils vont le mettre, leur pognon ? Sachant qu'en Europe, tu as une récession et c'est pas là où il faut mettre le pognon, et qu'aux États-Unis, à part 2-3 secteurs monopolistiques, t'as pas grand-chose. T'as un pays qui est là et qui est évidemment ouvert aux investissements étrangers, qui a un système financier qui est capable de recevoir autant de milliards, c'est l'Inde, évidemment. Et c'est là où, encore une fois, on remarque que l'Inde profite des conséquences de la guerre impérialiste entre la Chine et les États-Unis pour tirer son épingle du jeu, pour récupérer des marchés qui ne lui étaient pas du tout dus, et pour pouvoir accumuler un maximum de capitaux, un maximum d'investissements, avec lequel ils vont pouvoir se développer, gagner du poids politique, etc., etc. Et évidemment, on va voir ça un peu plus dans les détails. Pour rentrer dans ces détails, on va devoir parler des M&A. C'est les Merger and Acquisition, c'est les fusions et acquisitions. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, il y a une tendance de fond dans le capitalisme en général à la création de monopoles. Et on le voit en France, tu n'as quasiment que des monopoles partout, détenus par quelques milliardaires qui achètent le pouvoir, etc. etc. C'est des dynamiques normales. Et donc pour la création de ces monopoles, il y a 2 moyens quand tu as des entreprises qui sont concurrentes. Soit tu as une entreprise qui bouffe tellement l'autre qu'elle fait faillite et machin, soit elles font des fusions et acquisitions. Et ça se fait beaucoup dans les milieux financiers. Et c'est ce que faisait Macron d'ailleurs chez Rothschild. Il faisait de la fusion et acquisition, c'est quelque chose de très important et qui est ultra profitable pour les banques qui organisent ces fusions et acquisitions. Et historiquement, en Asie, ces fusions et acquisitions étaient faites par des banques occidentales. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que nos dirigeants européens, pendant des années incroyables qu'ils sont, évidemment, ils ont facilité au maximum les délocalisations en Chine parce que c'était rentable pour ceux qui avaient du pognon, pour les investisseurs, globalement. Ce qui fait qu'en Europe, on se retrouve avec rien, si ce n'est
des financiers qui se font du pognon sur les entreprises chinoises, sur le travail des Chinois ou des Indiens. Et donc en fait, notre mode de vie, si j'exagère à peine, tient parce que nous avons ce monde financier qui est capable de choper de la rente à peu près partout, alors que nous ne produisons quasiment plus rien en Europe, et c'est d'autant plus vrai que l'Allemagne va bientôt se péter la gueule avec l'augmentation des prix de l'énergie. Donc c'est très important, ce monopole-là, quant à la finance. Donc comme on le voit, la Chine qui est en train de devenir indépendante, c'est quelque chose de dramatique qui est en train de se passer pour les Européens, parce qu'on va perdre une immense partie de notre rente, c'est pour ça qu'on va en Inde, et comme on va le voir, en fait ça se voit dans les chiffres. Ça se voit dans les chiffres, ce mouvement de la Chine vers l'Inde. Ces fusions et acquisitions organisées par les banques occidentales ont pour la première fois plus rapporté en Inde avec des entreprises indiennes qu'en Chine. Et ça, c'est une première historique. C'est-à-dire que les banques, Goldman Sachs le dit, oui, c'est beaucoup plus rentable d'investir aujourd'hui en Inde qu'en Chine. Pour la première fois. Tu as eu une augmentation, alors les augmentations sont un peu bizarres sur l'article du Financial Times, mais je vous dis les chiffres, même si, bon, tu vois, tu as une augmentation de 56% des gains de fusion et acquisition pour les banques occidentales en Inde, et tu as eu une baisse de 70% pour ces mêmes banques, pour ces mêmes fusions et acquisitions pour les entreprises chinoises en 2022. Donc d'un côté une baisse de 70%, de l'autre côté une baisse de 50%, et pour la première fois tu as l'Inde qui dépasse la Chine. Et donc c'est pas rien, ça veut dire qu'aujourd'hui le gain qu'ont ces banques-là, qu'a notre monde financier qui est central dans notre économie, pour la première fois passe d'une centralité qui était historique en Chine où tout le pognon se faisait là-bas, à l'Inde, pour la première fois. C'est là où tu vois qu'il y a un nouveau partage du monde qui est en train de se passer. Concrètement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc pourquoi est-ce que ça a lieu? Évidemment déjà à cause des sanctions, des pressions, etc. et du fait que la Chine veuille créer sa propre sphère d'influence qui exclut de fait un peu les investisseurs états-uniens. Et d'ailleurs, on a retrouvé dans le Financial Times un petit paragraphe d'un des experts banquiers, salopards, cocaïnomanes, tout ce que tu veux, qui a exactement la même analyse que nous sur la sphère d'influence chinoise, etc. Ce qui n'est pas un mauvais signe, hein, parce que les investisseurs, eux, ils sont payés pour se faire du fric, donc ils connaissent très bien la réalité du rendement, de qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que c'est eux qui sont responsables des gains et des rendements. Donc si on est d'accord sur eux, sur ce genre de bilan, c'est une bonne chose. Évidemment, eux, leur conclusion, c'est de se faire du fric. Nous, la conclusion, c'est faut tout changer. Mais on a à peu près la même analyse, ce qui est une bonne chose. Autre raison, c'est que l'Inde est dans son développement économique dans un stade où ils ont fait des fusions et acquisitions beaucoup sur les entreprises publiques, et maintenant c'est surtout sur des entreprises privées qui est en train de se faire. C'est en train de constituer des monopoles privés immenses, et évidemment quand ce sont des monopoles privés, tu as énormément plus de marges qui se font avec les banques, parce que les banques aiment bien traiter avec le privé, et ils peuvent négocier des choses un peu en soum-soum, comparé à l'État où ils sont un peu dus à un certain rendement, à un certain budget, quoi. Donc c'est beaucoup plus rentable pour les banques occidentales de faire ça. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde est l'une des plus grandes industries de la tech au monde. Et la tech, c'est un des seuls marchés porteurs aujourd'hui dans le monde. D'où l'importance des voitures électriques qu'on verra dans d'autres vidéos, que je ne cesse de répéter, mais c'est très stratégique les voitures électriques. Et quand je parle de tech, évidemment, je ne parle pas genre des bitcoins, ça ne vaut rien, ça n'a jamais rien voulu, ça ne va rien valoir. Et à la première secousse, ça va se péter la gueule, comme ça s'est pété la gueule avec FTX, pour ceux qui suivent un peu cette actualité-là. Et c'est pas aussi genre Google, Amazon, Facebook, machin, qui font des licenciements de masse, parce que, encore une fois, c'est pas rentable ces conneries-là. Quand je parle de tech, je parle notamment des micropuces et de tous ces petits composants de merde qui sont présents partout et qui vont se généraliser partout. C'est un des rares marchés qui sont porteurs. Et l'Inde s'est positionné depuis longtemps, mais dû aussi à l'impérialisme, etc., enfin bref, à son histoire, s'est positionné là-dessus depuis longtemps, et donc c'est bien plus profitable d'investir là-dedans plutôt que la Chine, avec les sanctions, avec les monopoles qui sont déjà constitués, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, ok, l'Inde, c'est la nouvelle Chine pour l'Europe et les États-Unis. C'est là où les investissements se font, c'est là où les délocalisations vont se faire, etc., etc. Sauf que non, pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie indienne n'a rien à voir avec l'industrie chinoise, donc on ne peut pas remplacer comme ça deux pays, comme s'il y avait exactement les mêmes usines, les mêmes productions, comme si ça allait bien se passer. Ce qui est en train de se passer en réalité, c'est juste la finance européenne, la finance états-unienne, qui au lieu d'investir en Chine, investit tous ses efforts en Inde. C'est ça qui est en train de se passer. Ça correspond beaucoup plus à ce qu'est l'économie aujourd'hui européenne, c'est-à-dire des financiers de merde. Ça correspond bien plus à ça, puisqu'ils font des fusions et acquisitions, notamment de grosses banques. C'est de ça surtout dont on parle, la fusion et acquisition, c'est beaucoup dans le monde financier. Ils prennent deux grosses banques indiennes pour en former qu'une seule. Et là, il y a aussi une contradiction qu'il faut voir, qui est importante, et qui est assez ironique quand on y pense, mais c'est ça qui fait l'histoire, c'est que en conséquence, ce qui est en train de se passer en Inde, c'est une accélération de son développement économique
avec une accélération des monopoles qui est en train de se constituer grâce à Goldman Sachs et compagnie qui se font du fric là-dessus. Donc ça veut dire que l'Inde est en train de se constituer en tant que puissance économique encore plus forte, encore plus facile à diriger, encore plus centralisée, qui vont lui permettre, comme la Chine l'a fait ces dernières années, qui vont lui permettre de se développer, de gagner en puissance et d'aller conquérir des marchés étrangers. Puisque une fois que tous les monopoles sont faits et qu'une entreprise a tous les marchés en Inde, pour continuer à se faire du profit, il faut qu'ils aillent gratter des marchés ailleurs. Donc en fait, les États-Unis, à travers leurs banques, sont en train de créer un nouveau concurrent avec l'Inde, un nouveau concurrent qui va leur gratter des marchés, qui va aussi gratter des marchés à la Chine. Tout ça parce que ces banques-là veulent se faire du profit. Donc en gros, pour se faire du pognon, les États-Unis et en général les grosses nations capitalistes n'ont pas le choix que de créer des concurrents. C'est quand même marrant, cette situation. C'est là où tu vois que l'histoire est faite de contradictions. C'est ces mouvements-là qui font qu'il y a des actions qui se passent. C'est ça qui est intéressant quand on analyse l'économie. Donc aujourd'hui, l'Inde a cette position pirate, car elle parvient, par son positionnement, par son développement économique, à ne pas du tout respecter les règles de choisir son camp, mais à récupérer tous les capitaux qui étaient en direction de la Chine pour pouvoir développer elle-même son économie et pouvoir jouer un peu la troisième carte, le troisième pays impérialiste à côté de la Chine et des États-Unis pour faire valoir ses intérêts. Et donc là, ce qu'on a montré, en parlant de la Chine et de l'Inde, c'est que c'est deux développements économiques qui sont totalement différents. L'un se renferme sur lui-même avec sa propre finance pour après essayer de créer ses propres règles internationales, etc., avec son industrie. Et l'Inde, elle, qui se positionne à la fois d'un côté et de l'autre pour essayer de choper toutes les opportunités pour se développer. C'est totalement différent. Et comme on l'a vu aussi avec la Russie, qui, elle, se pète la gueule et devient satellite de la Chine. Ce qui fait que Chine, Inde, Russie, trois économies totalement différentes, trois dynamiques totalement différentes. Et pourtant, il y en a qui rassemblent ces pays-là dans ce qu'ils appellent les BRICS. Vous voyez de qui je parle. On fera une vidéo bientôt sur lui. Il n'arrête pas de parler de BRICS à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les dynamiques capitalistes de ces trois pays sont totalement différents, donc leurs intérêts sont totalement différents. Ce à quoi on assiste, c'est une guerre permanente, une guerre économique permanente pour choper des marchés, pour le développement, pour saisir toutes les opportunités qui sont face à eux pour se développer. C'est tout. Rien d'autre que ça. Alors des fois, tu as des alliances de circonstances qui se font. Par exemple, la Chine et la Russie, sauf que quand tu regardes dans les détails, c'est pas des alliances qui sont faites, c'est pas des coopérations qui sont faites, c'est des rapports de domination qui se concluent par des relations commerciales. C'est plutôt ça qu'il faut voir les choses. C'est pas des alliances qui est en train de se passer. Donc rapidement, c'est comme ça qu'on peut voir un petit peu la situation indienne et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la piraterie, qui ne respecte pas donc le nouvel ordre mondial et qui essaye de saisir toutes les opportunités qui lui sont face à elle et qui profite de son industrie, de son positionnement géographique pour le faire. Et tu es une autre nation qui le fait, c'est la Turquie. Alors la Turquie, voilà, ce beau pays qu'est la Turquie, il se trouve dans une situation particulière puisque géographiquement, c'est eux qui séparent la mer Noire de la Méditerranée. Il y a deux détroits de machin truc là. Attends, je vais dire les noms pour faire stylé. Non, je les lis, du coup, c'est le Bosphore et le Dardanelles. Donc c'est les deux canaux qui séparent la mer Noire de la Méditerranée. Et donc quand la Russie veut faire des exportations de pétrole avec leurs gros navires, mais ils passent par ces canaux pour après aller dans la Méditerranée et accéder aux ports européens. Le problème étant que maintenant qu'il n'y a plus vraiment de réglementation, que tout le monde fait ce qu'il veut, machin, et qu'ils n'ont plus d'assurance aussi, les bateaux, les pétroliers russes, et bien la Turquie, ils ont décidé, là, récemment, de bloquer une vingtaine de bateaux russes en disant, non, vous passerez pas le détroit. Vous passerez pas le détroit, sauf si, évidemment, sauf si. Et c'est là où la Turquie rentre dans une position de force auquel ils vont pouvoir négocier, mettre une petite taxe sur juste le fait que la Russie emprunte ces canaux-là, alors qu'avant, ça se faisait libre circulation, etc., etc. Donc la Turquie, dans une situation où ils peuvent faire du chantage à la Russie, et encore une fois, c'est pas financier forcément, ça peut être politique, ça peut être diplomatique, ça peut être militaire, ça peut être tout ce que tu veux, mais en même temps, ils sont aussi capables de le faire à l'Europe, puisque l'Europe, ils ont encore besoin pour l'instant du pétrole russe, et donc, ils vont pouvoir négocier auprès des Européens. Et ils vont même pouvoir aller voir les États-Unis en leur disant « Nous sommes capables physiquement d'arrêter les exportations de pétrole russe sur la Méditerranée. » Et comme ça va régler définitivement le problème. Qu'importe ce que fait la Russie et qu'importe ce que fait les Européens, c'est avec nous que vous allez négocier. Et c'est un peu la même situation. Quand Nord Stream 2, ils ont étrangement explosé comme ça, mais en fait, ça a physiquement rendu possible les sanctions. Et bien là, physiquement, les sanctions vont être possibles puisque c'est la Turquie qui va décider si oui ou non les bateaux vont rejoindre la Méditerranée. Et donc, la Turquie
à cette position pirate de ne pas respecter les règles internationales, de ne pas respecter, de ne pas choisir un camp ou un autre, et de pouvoir faire du chantage et contre la Russie, et contre l'Europe, et contre les États-Unis. C'est quand même merveilleux, cette situation. Ils vont beaucoup négocier, notamment sur le fait des Kurdes, par exemple, ou sur le trafic d'armes, ou les trucs de politique intérieure qui va permettre à Erdogan de renforcer son pouvoir mafieux à l'intérieur du pays, et de pouvoir faire des conquêtes, notamment militaires et territoriales, parce que c'est la merde avec la Grèce, c'est la merde avec la Syrie, si je dis pas de bêtises, avec tous ces pays-là. Enfin, c'est vraiment l'impérialisme turc dans la région est très fort et ça va pouvoir permettre de justifier leur action un peu partout avec la validation de l'Europe, des États-Unis ou de la Russie, avec leur soutien parce que bon bah faut bien que le pétrole circule ou ne circule pas, c'est eux qui vont décider. Par contre, ce qui est important de noter dans le cas turc, c'est que encore une fois, et c'est systématique des pays pirates, ils ne sont pas ni dans un camp ni dans l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont faire chier la Russie parce qu'ils vont stopper les bateaux, alors qu'ils pourraient très bien les faire circuler en vrai. Mais de l'autre côté, ils vont aussi acheter des armes à la Russie et ils vont subir des sanctions des États-Unis. Et là, on voit se dessiner une autre dynamique qui va être très importante pour comprendre ce qui se passe. C'est qu'en gros, les États-Unis, ils ont déjà fait tout ce qui était possible contre la Russie. Enfin, toutes les sanctions ont été prises contre la Russie. Donc maintenant, les négociations, elles vont plus se faire contre la Russie, elles vont se faire avec la Turquie. C'est la Turquie qui va décider. Donc les États-Unis vont faire du chantage et des négociations avec la Turquie pour pouvoir imposer un embargo encore plus fort contre la Russie. Ce qui fait que petit à petit, les actions diplomatiques vont s'orienter non pas contre les ennemis impérialistes, donc la Chine contre les États-Unis ou les États-Unis contre la Chine, mais pour essayer de faire de la pression, de valoriser, de négocier avec les pays pirates qui vont devenir le centre du jeu diplomatique d'énormément de choses, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as fait toutes les sanctions, il faut passer à autre chose, quoi. Ce qui fait que tout le monde va vouloir négocier avec les pays pirates, tout le monde va vouloir négocier avec Erdogan, donc Erdogan va pouvoir négocier tout avec tout le monde pour favoriser son intérêt personnel, son intérêt mafieux, le développement économique de ses entreprises, etc., etc. On va pas faire tout le raisonnement comme avec l'Inde, mais c'est exactement la même situation. T'as un autre pays, mais là il y a moins d'actualité là-dessus, mais on pouvait pas parler des pays pirates sans parler de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays pétrolier qui a été construit au début par les Britanniques, puis après par les États-Unis pour faire en sorte d'avoir un accès au pétrole pas cher, parce que le pétrole saoudien c'est le moins cher possible. Les raffinés, incroyable, dès qu'il sort, il est quasiment raffiné, et puis en plus, tu plantes un clou et il y a du pétrole qui sort, quoi, dans le sable, incroyable. Donc c'était un pays pétrolier au service des États-Unis, historiquement c'était ça. Et ça l'a été d'autant plus après la révolution iranienne de 79, parce qu'avant c'était le Shah qui était là-bas, d'accord? Et le Shah il était largement pro-US, et c'était là-dessus que les États-Unis misaient pour avoir un pied-à-terre dans le Moyen-Orient, pour avoir un accès au pétrole, etc. C'était l'Iran avant le plus grand allié de la région. Maintenant ils ont fait leur révolution islamique de 79, là, c'est devenu le pire ennemi, et du coup ils se sont rabattus énormément sur l'Arabie Saoudite. T'as l'Irak aussi, attends, j'y pense, mais aussi t'as l'Irak de Saddam qui, quelques années plus tard, avant c'était les grands ennemis des États-Unis, et puis après il y a eu tout un bordel qui fait que bon, le pays a été plus ou moins ravagé. Donc encore une fois, petit à petit, l'Arabie Saoudite est devenue le plus grand soutien des États-Unis dans la région et le plus grand et le plus fidèle apport de pétrole. Sauf qu'aujourd'hui, la situation a totalement changé. Deux choses. Les États-Unis ont incroyablement augmenté leur production de pétrole, au point où ils sont devenus producteurs nets, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole qu'ils n'en consomment, avec le pétrole de schiste et toutes ces conneries-là. Et en plus de ça, ils importent énormément plus, pas très français, de pétrole venant du Canada. Pour que vous compreniez bien la situation, on va donner des chiffres. L'importation de pétrole canadien de la part des États-Unis représente, ça dépend, t'as des pics ces derniers temps, entre 80, 150, 300 000 barils de pétrole par jour. D'accord, prenons 150. Au plus haut de ces derniers mois, les importations de pétrole saoudien de la part des États-Unis, c'est 1500. Donc ça veut dire que le plus haut pic d'importation de pétrole saoudien de la part des États-Unis correspond à 1% de l'importation standard de pétrole canadien de la part des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a juste besoin d'augmenter de 1% les importations de pétrole canadien pour se débarrasser totalement des importations saoudiennes. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite a perdu son intérêt vital, qui était d'être la pompe à essence des États-Unis, tout simplement. Et donc comment est-ce que une dictature aussi féroce, c'est quand même le Daesh blanc, l'Arabie Saoudite, c'est quand même des vrais salopards, hein, c'est l'Arabie Saoudite, qui font la guerre au Yémen, etc., des vrais salauds. Comment ça se fait que ces types-là vont réussir à rester au pouvoir
alors qu'ils ont perdu leur principal allié dans le monde, tu vois, les États-Unis, alors qu'ils ont perdu le protectorat états-unien. Et ben, c'est tous les enjeux aujourd'hui de la politique internationale saoudienne. Donc, elle doit déjà se protéger des coups d'État, mais aussi renforcer son influence dans la région via l'armée. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils font des alliances militaires, notamment avec les États-Unis, Israël et compagnie, d'accord ? Ah, l'Arabie Saoudite, qui font la guerre aux États-Unis, ils ont fait une alliance militaire, les gars, l'OTAN moyen-orientale, renseignez-vous, bon Dieu. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'ils s'entraînent au Yémen depuis des années pour perfectionner leur armée et qu'ils achètent notamment aux pays européens qui n'ont plus que ça à vendre des armes, notamment à la France. Mais tu as aussi un gros développement de la culture saoudienne, malgré tout, tu vois, un peu comme le Qatar. Le Qatar, ils ont essayé de s'occidentaliser, tu vois, un petit peu, même si c'est une putain de dictature. L'Arabie Saoudite, c'est encore pire, mais ils essayent, ils obtiennent, c'est ça le pire, ils obtiennent. Récemment, tu as eu les Jeux Olympiques d'hiver qui vont se faire en Arabie Saoudite. Et tu as aussi Cristiano Ronaldo, un des plus grands joueurs de la planète, le plus grand joueur de la planète. Il s'est fait virer de Manchester United et maintenant il va aller dans un club random, tout le monde s'en bat les couilles d'Arabie Saoudite. Évidemment, il va être payé pour ça, 200 millions sur 2 ans. Bon, ça va, c'est plutôt cool. Donc culturellement, ils essayent de corrompre avec leur pognon pour essayer de choper des institutions, machin. Et évidemment, vu que toutes les institutions sportives menées par l'Occident sont largement corrompues, bon, bah, ça passe, quoi. Comme ça passe au Qatar, ça passe pour l'Arabie Saoudite, même si c'est un des pires États totalitaires du monde, quoi. C'est incroyable, hein. Et surtout, ils vont se rendre indispensables. Et pour se rendre indispensable, il faut avoir des moyens de pression et les tenir. Avoir des moyens de pression et les tenir pour forcer les autres à négocier avec soi. Et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, le plus facile, c'est avec l'OPEP+. L'OPEP+, donc c'est les principaux pays pétroliers, plus la Russie. Et donc ils ont décidé assez récemment de baisser la consommation du cartel du pétrole là, de 2 millions de barils par jour. Ce qui fait que ça fait augmenter les prix et que, soi-disant, peut-être qu'il faut réinterpréter, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, les États-Unis seraient contre ça, parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont exportateurs nets de pétrole maintenant, donc ça devrait plutôt leur profitable. Mais du coup, soi-disant, Biden n'aime pas ça, et donc ils sont un peu dans cette confrontation de, ok, c'est vrai, on file plus de pétrole aux États-Unis, on a juste une armée un peu bizarre et Cristiano Ronaldo, ça suffit pas pour faire un pays. Du coup, on va forcer les gens qui veulent faire baisser le prix du baril, comme par exemple l'Europe, de négocier avec nous et de nous donner des gages et de nous donner satisfaction sur plein de choses pour peut-être qu'on augmente la production pour faire baisser un peu les prix. Donc peut-être que, comme dirait Aberkan, il y a un risque de coup d'État en Arabie Saoudite. C'est pas prouvé de la part des États-Unis, c'est possible qu'ils le fassent, mais c'est pas prouvé. Mais tant qu'ils ouvrent des portes, qu'il y a une possibilité de négocier, pourquoi pas, hein. Surtout que ça reste quand même un énorme point d'appui pour la situation militaire au Moyen-Orient et pour les moyens de pression qu'il y a en Iran. Ils vont sans doute pas prendre le risque de foutre le bordel en Arabie Saoudite alors que tout ce qu'ils font c'est augmenter le prix du pétrole et donc augmenter la rente pétrolière des États-Unis, à mon avis. En fait, ce qu'on observe par conséquent, c'est que avec le bordel ambiant, le nouveau partage du monde, la fin des réglementations internationales dictées par l'Occident, les sanctions qui arrivent de partout, les moyens de pression, les guerres, etc., tout le monde fait n'importe quoi. En fait, tout le monde essaye de saisir les opportunités pour se réaffirmer et pour changer de carrure et de place au niveau international. Et tu vas avoir des gens qui vont perdre, l'Europe va perdre, et tu vas avoir des gens qui peuvent gagner. L'Inde et l'Arabie Saoudite, par exemple, ils essayent de gagner des places dans ce petit jeu-là. Donc tout est en reconstruction, et tous les États font un maximum d'initiatives pour prendre une posture, pour prendre une position dans ce nouveau échiquier qui leur est favorable à eux, à leur petite bourgeoisie, parce qu'ils peuvent se faire du fric, et nager avec des dauphins pleins de cocaïne. Je ne sais pas ce que font les gens avec cet argent, mais ils le font. Ils font quoi avec ce pognon? C'est vrai ça, c'est fou. Arrêtez les riches là. Je veux dire, un potager, voilà, vous jouez à RimWorld comme tout le monde et puis ça se passe bien quoi. Alors quel bilan déjà on peut faire de toutes ces réflexions? Il fait froid, mettre un bonnet. Déjà, les pays pirates sont des pays qui sont économiquement développés. Parce que comme on l'a vu dans les différents exemples, les chantages qu'ils arrivent à mettre en place pour résister aux pressions, que ce soit de la Chine ou des États-Unis, et se démarquer comme ça, c'est basé sur des réalités concrètes. Que ce soit par exemple une forte industrie sur le raffinage comme l'Inde, des entreprises et des institutions capables d'absorber des milliards et des milliards tout en étant productives, des économies suffisamment puissantes pour se rendre indispensables et pas juste être ignorées par la Russie, ignorées par la Chine, ignorées par les États-Unis par exemple,
Et tout ça aussi, évidemment, avec un régime politique qui permet la stabilité, qui permet les petits coups mafieux, qui permet la corruption, qui permet de faire des trucs sans les déclarer, etc., etc. Donc autant dire des dictatures bien protégées des révolutions et des coups d'État, qui permet d'avoir quelque chose de fiable et du coup être obligé de négocier avec eux. Et tous ces pays, ils ont donc en commun d'être dirigés par une mafia solidement en place, avec une bourgeoisie qui connaît ses intérêts et qui sait très bien où est-ce qu'il faut aller, donc avec une unité nationale au niveau de l'oligarchie qui est forte et qui permet la stabilité. Ces pays, ils ont aussi en commun d'être à l'origine développés par le capitalisme états-unien pour servir ses propres intérêts, et c'est un peu le retour de bâton qui est en train de se passer, puisqu'ils sont suffisamment développés économiquement grâce à l'impérialisme états-unien pour aujourd'hui être indépendants. Et quand je dis indépendants, c'est pas genre le peuple qui est indépendant, c'est les entreprises qui se sont appropriées l'État et qui dirigent plus ou moins l'État avec la mafia, qui sont indépendants et qui peuvent essayer de défendre leurs propres intérêts par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis. Ce qui est rigolo un petit peu, c'est que imaginons à l'époque, tu vois, à l'époque coloniale, tu avais très peu de pays industrialisés qui étaient en concurrence. En réalité, tu avais l'Angleterre, tu avais l'Allemagne, tu avais les États-Unis qui commençaient à prendre de la patate, etc. Mais tu n'avais pas énormément de pays qui étaient capables d'industrialiser d'autres pays, tu vois. C'était surtout ces trois-là. Et aujourd'hui, tu en as partout. T'as l'Arabie Saoudite qui peut industrialiser des pays, t'as la Turquie qui peut le faire, t'as la Russie qui peut un peu le faire, t'as la Turquie qui peut un peu le faire, t'as la Chine qui peut le faire, t'as les États-Unis qui peuvent le faire, etc., etc. Ce qui fait que tu as tellement d'impérialisme aujourd'hui, de pays et d'entreprises de différentes nations capables d'aller chercher des marchés à l'étranger, que la concurrence, elle est énorme en réalité. Parce qu'à l'époque coloniale, par exemple, l'Angleterre, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est eux qui avaient la plus grosse industrie, ils pouvaient mettre des chemins de rail partout, c'était super rentable. Alors qu'aujourd'hui, t'as tellement de concurrence, t'as tellement de pays qui peuvent jouer les enchères, etc., que ça devient en fait de moins en moins rentable de s'investir à l'étranger, et c'est pour ça que tu as aussi des replis nationaux qui se font au niveau de la Chine ou au niveau des États-Unis. C'est parce que tu as beaucoup trop de pays impérialistes qui sont en train de monter, parce que, historiquement, il y a 50 ans, les États-Unis ont fait le choix d'industrialiser tel pays pour augmenter leurs marges, pour délocaliser, etc., etc. Et d'ailleurs, le nouveau partage du monde auquel on assiste, c'est une conséquence de ça. C'est qu'il y avait tellement de pays impérialistes qui essayaient de choper les marchés, qui faisaient que c'était plus rentable, et donc par la guerre, par les sanctions, par la mise en avant de systèmes financiers, par etc., etc., les États-Unis et la Chine essayent d'avoir une zone d'influence sans concurrent, pour leur garantir à minima un accès à des commerces étrangers, à des marchés étrangers, à des matières premières étrangères, tu vois. Il y a donc une multiplication des acteurs d'États, de mafias différentes qui se mettent en place, l'Arabie Saoudite, saleté de mafia, Turquie pareil, etc., qui vont essayer de faire valoir leurs intérêts, et c'est très difficile d'avoir évidemment une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe, sur toutes les relations, mais surtout d'anticiper les actions que vont avoir ces différentes mafias pour protéger leurs intérêts, ce qui fait que la situation, elle est dure d'être prévisible et qu'elle est très instable, et ça, c'est aussi dommageable pour les États-Unis. Imaginons à l'époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu n'avais quasiment aucun concurrent, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient investir là-dedans en sachant que dans 20 ans, ils pourraient retirer des billes sans problème, tu vois. Aujourd'hui, avec le nombre d'acteurs, la puissance qu'ils ont et la peu de fiabilité qu'on peut avoir face à un Erdogan ou avec un Poutine, comme on a vu, bon, ça risque d'être compliqué, quoi. Bref, aujourd'hui, ces pays-là, ces pays pirates, vont devenir le centre de la confrontation entre les États-Unis et la Chine pour leur zone d'influence. Bon, bah on verra. Hein. Par contre, évidemment, il faut qu'on soit clair sur une chose. Là, on parle des nations, genre la Turquie, l'Arabie Saoudite, machin. Mais en fait, c'est une erreur de langage de dire ça, parce qu'à l'intérieur d'une nation, tu as plein de choses qui sont contradictoires. Tu as la bourgeoisie économique, qui est un conglomérat d'intérêts qui sont parfois contradictoires, mais qui, à force de monopole, etc., arrive à se constituer et en tant que classe et à défendre ses intérêts en tant que classe. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe en France. Mais tu as aussi l'État, qui parfois, comme en France, comme aux États-Unis, sont totalement acquis à la cause de la bourgeoisie, mais comme en Russie peut être acquis à une mafia qui peut avoir des intérêts décorrélés de la bourgeoisie. Donc pour la Russie, comme on l'a vu, c'est indispensable de discerner les deux, les intérêts économiques d'un côté et la mafia de l'autre. Et surtout, tu as un troisième acteur là-dedans, c'est le peuple. C'est le peuple qui va subir toutes les conséquences de la guerre économique, des pénuries, des guerres, de l'inflation, etc. Et qui peut, à tout moment, intervenir sur la scène politique, dégager le dirigeant, le remplacer, gouverner. Et évidemment, une fois que tu as le peuple qui est en place, qu'il soit turc, qu'il soit français, qu'il soit états-unien, mais ils ont des intérêts totalement différents que de simplement se faire du fric, que de faire les petits mafieux, que de faire du trafic d'armes ou je ne sais quoi. Moi, je veux bien être nationaliste ou patriote en Coupe du Monde, tu vois. Oui, c'est normal. Mais par contre, sur l'analyse internationale, il faut vraiment séparer les choses. L'État, la bourgeoisie et le peuple.
D'accord? À chaque fois, c'est différent, différentes dynamiques, etc. Mais il faut parler des trois, sinon tu t'expliques pas les choses, en fait. Il faut absolument se méfier des gens qui oublient le peuple dans l'équation, dans l'analyse. Et donc, ne pas oublier qu'à chaque action faite par l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les machins, des trucs économiques, ça a une conséquence sur le peuple, et qu'à un moment donné, il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir des révolutions, ça s'est fait des centaines de fois dans l'histoire et ça continuera à le faire, surtout qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que ça se révolte et surtout, c'est pas genre ça va se passer, c'est en train de se passer. Il y a en ce moment des révoltes qui sont la conséquence de ce nouveau partage du monde, de ces guerres impérialistes-là. Et c'est pour ça, il faut absolument en parler dans les analyses, sinon on loupe le truc le plus important, parce que c'est même pas un savoir froid. Je répète un peu ce que je dis dans les autres vidéos, mais on n'essaye pas de comprendre le monde juste de manière froide, universitaire, pour savoir « Ah oui, machin, machin ». Non, c'est pour avoir les armes politiques suffisantes pour après agir de manière militante et nous, dans notre cas français, prendre le pouvoir en France avec un programme dont on sait qu'il marchera parce qu'on comprend à peu près le monde international qui nous entoure. Bref, on fait de la politique pour changer les choses, sinon ça sert à rien.